Bien, bonjour et bienvenue à tous dans la chaleur de cette amphi Navarre en ce jour très très froid de décembre. Donc nous parlions la dernière fois du contexte historique dans lequel apparaissaient les premières mentions du nom et de la figure du Bouddha. Je tiens à préciser, non pas dans une perspective d'histoire des religions, ce n'est pas du tout mon propos, mais dans la perspective de l'enquête que nous menons depuis quelque temps sur les rapports de la centralité chinoise au monde extérieur et aux autres. C'est ainsi que les sources textuelles fournissent à la fois des récits fantastiques et miraculeux sur l'apparition de ce Bouddha volant ou doré dans le songe de l'empereur Ming des Han postérieurs, mais aussi des indications historiques sur le culte qui commence à être rendu à ce Bouddha à la cour impériale de Luoyang, ainsi que dans des cours princières périphériques, comme celle du roi Ying de Chu sur la côte est de la Chine. Or, il se trouve, comme nous l'avons vu, que c'est dans cette région côtière, à proximité de la capitale du royaume de Chu, qui s'appelait alors Pengcheng et qui est l'actuelle ville de Xuzhou. C'est donc dans cette région qu'on peut encore voir les traces matérielles d'une possible présence bouddhique dès le 1er siècle de notre ère en terre chinoise. Et nous avons vu la dernière fois ce site de Krongwangshan avec ces sculptures gravées à même la roche, dont nous avons longuement parlé la dernière fois, et pour cause, puisque les historiens de l'art, les historiens des religions, les archéologues se disputent encore aujourd'hui pour déterminer si ces traces sont à caractère bouddhique, c'est-à-dire d'origine étrangère, ou bien à caractère taoïste, de facture donc autochtone et locale. Et les discussions tendent en général à se focaliser sur cette figure que vous voyez ici et dont vous voyez un estampage qui permet de distinguer un peu mieux par exemple la gestuelle de la main, cette main levée qu'on pourrait interpréter comme le mudra de l'absence de crainte, Abhaya Mudra. Et cette figure, on s'est beaucoup demandé si elle est censée représenter le Bouddha, dans la mesure où elle pourrait être rapprochée de cette figure du Bouddha qu'on a retrouvée à Mahao au Sichuan, ou bien s'il faut plutôt l'identifier comme la reine-mère de l'Ouest, Xi Wangmu, comme celle-ci que l'on trouve également au Sichuan sur le site de Xintou. Vous avez ici donc l'original donc de cette représentation et je vous ai montré d'abord l'estampage. Alors, il semblerait, en tout état de cause, que le Shandong, enfin disons en tout cas le sud du Shandong, cette région ici, et le Sichuan ici, soient deux des principales zones où se concentrent les traces supposées de cette présence bouddhique en Chine sous les Han postérieurs. En tout cas, c'est ce que nous disent les découvertes archéologiques. Vous avez ici la carte des commanderies Han
au tout début de notre ère, donc au 1er siècle. Et nous avons vu qu'un certain nombre de spécialistes s'accordent désormais pour récuser le simplisme d'une opposition tranchée entre, d'un côté, des représentations chinoises, comme la Reine-Mère de l'Ouest, et de l'autre, des représentations étrangères, comme le Bouddha indien. Et on s'accorde également, même pour dire que, enfin pour trouver quelque peu réductrice, l'idée d'une soi-disant influence bouddhique sur l'art chinois. Les conclusions s'orientent actuellement plutôt vers la notion d'une, je cite la formule, les termes de Nicolas Zuffray, que je citais in extenso la dernière fois, la notion d'une coalescence de formes diverses qui ont abouti à de nouvelles représentations. Donc, au fond, une sorte d'amalgame qui est assez novateur. Alors, toujours est-il que la prise de conscience de toutes ces complexités n'a pas abouti à prendre sérieusement en considération les spéculations, il faut le dire, quelque peu fantaisistes, en tout cas peu fondées, et les conclusions assez hâtives et pourtant émises avec une belle assurance par certains zélateurs sur ce qu'ils appellent les débuts d'une évangélisation de la Chine par l'apôtre saint Thomas, qui serait, tenez-vous bien, venu de l'Inde jusqu'en Chine au 1er et 2e siècle de l'ère chrétienne, bien évidemment, et aurait converti tout simplement au christianisme ce roi Ying de Chu, ce qui expliquerait, bien sûr, la présence de figures et de scènes interprétées tranquillement comme étant d'inspiration chrétienne sur les parois de Kongwanshan. Alors, ceci ne signifie pas qu'il faille exclure que des croyances diverses se soient mélangées et répandues dans ce que les sources chinoises mentionnent sous la dénomination de Futru ou Fuotro, souvent abrégé en Fuo, tout simplement, qui sont les premières translittérations chinoises du nom du Bouddha d'origine indienne. Alors, comme le rappelle le grand Eric Zürcher dans son monumental ouvrage que je citais la dernière fois, The Buddhist Conquest of China, la conquête bouddhique de la Chine, la présence de communautés étrangères dans cette partie de l'espace chinois qui correspond à la partie sud du Shandong et la partie nord du Jiangsu actuel. Cette présence de communautés étrangères s'explique assez facilement du fait que la capitale du pays de Chu, du royaume de Chu, Pengcheng, donc je viens d'en parler, l'actuel Xuzhou, était un centre très florissant d'échanges commerciaux situé précisément sur la route entre la capitale des Han postérieurs, Luoyang, que vous avez ici sur la carte, et le sud-est de la Chine, ici, une route qui était dans le prolongement de ce qui est devenu, comment dire, conventionnel d'appeler les routes de la soie continentales par lesquelles ces étrangers arrivaient de l'ouest. Donc vous avez ici une carte qui est fournie par Zürcher dans son ouvrage et qui vous montre en pointillé donc les routes commerciales qui arrivent de l'ouest. Vous avez ici la direction de Donghang, qui est un avant-poste donc, dans le Grand Ouest chinois, et ces routes qui arrivent vers la Chine centrale
en passant par les capitales Han, donc Chang'an, puis Luoyang sous les Han postérieurs, et qui continuent leur route vers soit justement le sud du Shandong, cette région qui nous intéresse plus particulièrement, et vers le sud-est, et qui a aussi des branches qui vont vers le Sichuan actuel, qui descendent également ici du bassin du fleuve Jaune au nord vers le bassin du fleuve dit Bleu au sud. Et cette carte vous montre également donc les routes de la soie maritime qui longe la côte pour remonter vers le nord et rejoindre ces routes qui montent encore plus au nord vers la Corée. Alors, ces étrangers sont peut-être ces figures énigmatiques représentées sur les parois du Krongwangshan, que vous voyez ici à l'image. On s'est beaucoup interrogé sur l'interprétation à donner de cette figure, par exemple, dont la tenue est manifestement non chinoise et qui pourrait rappeler quelque peu la tenue de ce personnage en tenue Kushan, avec sa tunique évasée ici et les bottes qui est représentée ici dans une sculpture du IIe siècle qu'on a retrouvée au Gandhara, ou bien cet autre également d'un personnage en tenue Kushan qu'on a retrouvé à Mathura au nord de l'Inde. Et donc ces Kushan, qui sont une population aussi assez mystérieuse, enfin dont on ne sait que des choses assez fragmentaires, donc ces Kushan semblent avoir correspondu à l'origine à ce que les sources chinoises appellent les Yuezhi, avec qui les empereurs Han cherchaient à faire alliance contre les Xiongnu, d'où, vous vous souvenez peut-être, les deux missions du fameux Zhang Qian envoyées vers l'ouest par l'empereur des Han antérieurs, Wu Di. Nous avions vu cette carte qui nous montre justement cette poussée vers l'ouest. Vous avez ces tribus nomades des Xiongnu, donc au nord et à l'ouest de l'espace chinois, qui tendent à pousser encore plus loin vers l'ouest ces Yuezhi avec lesquels les Han essayent désespérément de faire alliance contre les Xiongnu. Et nous voyons donc que ces Yuezhi se sont trouvés refoulés de plus en plus loin vers l'ouest jusqu'à se retrouver au début de l'ère chrétienne au Cachemire, c'est-à-dire au nord de l'Inde, la région qu'on appelle justement le Gandhara, qui devient le cœur d'un empire connu sous le nom d'empire Kushan. Et ce nom de Kushan serait lui-même dérivé du chinois Koeshuang, qui désignait à l'origine une des branches de ces peuplades appelées Yuezhi. Alors, vous avez ici représenté de façon très très schématique la migration donc de ceux que les Chinois appelaient les Yuezhi, donc de l'ouest de la Chine et toujours plus loin vers l'ouest, et ensuite revenir vers le sud, c'est-à-dire par l'actuel Afghanistan vers le nord de l'Inde. Alors, cet empire Kushan, vous en voyez une délimitation assez schématique ici sur cette carte, qui montre un petit peu la situation entre la fin du 1er et le milieu du 2e siècle. C'est donc la période qui nous intéresse. L'empire Kushan est alors à son apogée avec le règne de Kanishka, le 3e empereur Kushan,
qui est organisé essentiellement sur deux centres principaux. Vous avez ici Purushapura, qui est l'actuel Peshawar, ici, et plus au sud, Mathura, au nord de l'Inde, qui est situé en fait tout près de la capitale actuelle de l'Inde, New Delhi. Alors, sous le règne de Kanishka, les Kushan contrôlent un très vaste territoire qui s'étend de la mer d'Aral au nord, qui recouvre les zones qui correspondent actuellement. Donc, vous avez une autre carte qui est la projection donc, de cette carte de l'Empire Kushan sur la géographie actuelle. Et vous voyez que ces zones correspondent aux actuels pays qui se terminent en stan. Vous avez l'Ouzbékistan, l'Afghanistan et le Pakistan, et qui descend au sud jusqu'en terre indienne, aussi loin que Bénarès, Varanasi ici, sur le Gange ici, et Sanchi au sud. Sanchi qui se trouve ici. Donc vous voyez à peu près l'étendue du territoire. Et ce qui est intéressant, comme nous l'avons déjà noté, c'est que c'est au Gandhara, dans cette région centrale de l'Empire Kushan, qu'apparaissent les premières représentations humaines du Bouddha et des bodhisattvas. Alors, ce qui est tout à fait significatif, c'est que cette délimitation de l'Empire Kushan correspond à peu de choses près au descriptif qui se trouve dans le chapitre sur les contrées de l'Ouest, le Xiyujuan, du Hou Han-shu, un des annales des Han postérieurs, que nous avons lu il y a quelque temps et dont vous vous souvenez peut-être. Je vous redonne ce texte, nous n'allons pas le relire dans le détail, mais c'est juste un rappel. Je rappelle à propos de ce chapitre des annales des Han postérieurs. Alors, ces annales ont été compilées par un auteur du 5e siècle de l'ère chrétienne, mais ce chapitre sur les contrées de l'Ouest, l'auteur des annales dit explicitement que ce chapitre se fonde sur un document composé aux environs de 125 de l'ère chrétienne, c'est-à-dire dès le début du IIe siècle, par un grand général chinois, un grand général Han, du nom de Pan Yong. Alors, ce chapitre comporte un descriptif de ce pays qui s'appelle Tianzhu, autrement appelé Shenzhou. Vous avez le nom en rouge, Shenzhou, qui peut se prononcer de diverses manières, Yuanzhou, Tuanzhou, etc., qui correspond donc au Sindh, c'est-à-dire au bassin inférieur de l'Indus. Donc ici, nous avons un descriptif de ce que les Chinois percevaient donc du monde indien et plus particulièrement du nord de l'Inde. Alors, le descriptif commence en disant le pays de Tianzhu porte aussi ce nom de Shenzhou. Il est situé à plusieurs milliers de li au sud-est des Yuezhi. Donc, si vous prenez ici, voilà. Donc, vous vous rappelez que les Yuezhi qui sont assimilés au Kushan, donc si vous prenez la direction sud-est par rapport à ce que les Chinois appellent les Yuezhi, vous tombez effectivement sur la vallée du Gange et donc sur ce nord de l'Inde. Leurs coutumes, les coutumes de ces Indiens sont identiques à celles des Yuezhi, mais le pays est bas, humide
et d'une chaleur étouffante. Leur pays est près d'un grand fleuve. Ils montent des éléphants pour aller au combat. Leurs gens sont plus faibles que les Yuezhi. Ils pratiquent la voie du Bouddha. Aussi est-ce devenu une habitude pour eux de s'abstenir de tuer et de livrer bataille. Alors, quand on part vers l'ouest, de chez les Yuezhi, nous sommes toujours ici à peu près, et du royaume de Kaofu. Alors, Kaofu a été assimilé à l'actuel Kaboul, ici, en Afghanistan. Au sud, on arrive à la mer occidentale, c'est-à-dire donc, on suppose que c'est l'océan Indien, et à l'est, on arrive au royaume de Panchi, dont on a supposé que ça pouvait être le royaume du Vanga au Bengale. Donc là, ici, vous avez l'embouchure du Gange vers l'est. Et tout cela fait partie donc de Chengdu. Ce royaume compte plusieurs centaines d'autres villes qui ont chacune leur chef, et plusieurs dizaines d'autres pays qui ont chacun un roi. Alors, quand nous avons lu ce texte pour la première fois, nous avions remarqué au passage que c'est un détail qui frappe les Chinois, cette multiplicité, cette diversité donc, des chefferies, alors qu'en Chine, nous avons déjà un empire Han qui est pas mal centralisé. Et on nous dit aussi que bien que ces différents pays diffèrent légèrement les uns des autres, ils portent tous le nom de Chengdu et appartenaient tous à cette époque, c'est-à-dire donc à l'époque où a été rédigé ce rapport de 125 de l'ère chrétienne. Ils appartenaient tous aux Yuezhi, puisque les Yuezhi avaient tué leur roi et installé un général en chef pour mettre leurs gens sous un même commandement. C'est probablement ça, ce détail qui fait dire à l'auteur de ce chapitre que ces gens du Tianzhu sont plus faibles que les Yuezhi parce qu'ils ont été soumis donc, par ces Kushan. Alors, la terre de ce royaume produit des éléphants, ça on a compris, qui était évidemment déjà intéressant pour les Chinois pour ce qui est de l'ivoire, des rhinocéros dont les Chinois prisent toujours la corne, de l'écaille de tortue, de l'or, de l'argent, du cuivre, du fer, du plomb, de l'étain. Donc ça n'a pas échappé à ce général chinois que nous avons une terre qui est riche en ressources naturelles et en ressources minières en quelque sorte. Et à l'ouest, ce pays communique avec ce que les Chinois appellent Daqin. Donc nous avons déjà vu qu'il s'agit de la Syrie, c'est-à-dire la province romaine la plus orientale. Et ce royaume possède donc des objets précieux également venus de Daqin. On y trouve aussi des tissus fins, d'excellents tapis de laine, toutes sortes de parfums, du sucre, du poivre, du gingembre, du sel-gemme. Donc tout ça, nous avions vu que ce sont des objets précieux qui, aux yeux des Chinois, peuvent servir de présent pour payer le tribut et de fait qui ont été extrêmement prisés par les empereurs des Han postérieurs. Alors, si vous regardez un petit peu cette carte, encore une fois extrêmement schématique, qui vous montre le continent eurasiatique au IIe siècle de l'ère chrétienne, vous comprenez un petit peu mieux ce que nous dit le grand sinologue qui a été professeur ici au Collège de France, Édouard Chavannes, qui nous fait cette remarque tout à fait intéressante, je le cite: « Les deux puissances qui, en Asie, s'interposaient entre Rome et la Chine étaient celles des Parthes », donc vous avez ici l'Empire romain qui arrive justement jusqu'à la Syrie, l'Orient romain, donc
les deux puissances qui s'interposent, c'est donc les Parthes, maîtres de la Perse, et celle des Kushan, maîtres de l'Inde, ici. Sur les Parthes, continue Chavannes, l'histoire chinoise ne nous renseigne guère. Les Romains, grâce aux guerres continuelles qu'ils leur firent, furent mieux informés à leur sujet. Mais, en ce qui concerne les Kushan, les textes chinois, bien qu'encore insuffisants, ont une importance capitale. Ce sont eux qui nous permettent de suivre dans les étapes successives de leur migration à travers l'Asie les Taiyuezhi depuis leur départ du Gansu. Donc là, je reviens à cette carte des migrations, jusqu'à leur arrivée dans le Badakhshan. Puis, ils nous montrent les emplacements des 5 principautés qui leur furent soumises et qui s'étendaient du Wakhan jusqu'au Gandhara. C'est la plus méridionale d'entre elles, celle des Kushan, qui, entre l'an 25 et l'an 50 de notre ère, s'annexa les 4 autres et se substitua au prince du Badakhshan. Ce furent ces mêmes Kushan qui, quelque temps plus tard, conquirent l'Inde. Les textes chinois nous apprennent encore l'influence considérable qu'eurent les Taiyuezhi à partir de l'an 2 avant notre ère dans la propagation du bouddhisme en Asie. Et un autre historien anglophone, celui-là, dont le nom ne vous dira pas grand-chose, mais cet historien nous fait remarquer qu'à la fin du 1er siècle, quelqu'un qui voyagerait d'ouest en est passerait de manière quasi continue de l'Empire romain à l'Empire parthe, puis à l'Empire Kushan pour finir dans l'Empire Han. Et il se trouve que ces 4 puissances, ces 4 grandes puissances de l'époque, se trouvent détenir à L4 le monopole du commerce de la soie. Donc, vous voyez combien un spécialiste comme Tan Sen-sen, dont je parlais la dernière fois, un expert d'origine indienne, mais qui a fait la plupart de sa carrière aux États-Unis, a eu raison d'intituler son ouvrage Buddhism, Diplomacy and Trade, c'est-à-dire donc le bouddhisme va de pair avec la diplomatie, comme nous l'avons vu. Ces sources Han, ces sources chinoises émanent d'envoyés diplomatiques ou de militaires qui, évidemment, observent la situation d'un point de vue géostratégique. Et également, le bouddhisme a partie liée avec le commerce. Et justement, contrairement à ce que le titre de son propre ouvrage, The Buddhist Conquest of China, la conquête bouddhique de la Chine, pourrait laisser penser, Eric Zürcher montre que les premiers signes de présence du bouddhisme en Chine seraient dus à des migrants, déjà à l'époque, des migrants originaires d'Asie centrale, qui n'étaient pas en Chine présents comme missionnaires ou comme prosélytes, donc pas du tout comme notre saint Thomas, mais comme des marchands tout simplement, ou comme des descendants de marchands, ou même comme des réfugiés, ça existait déjà à l'époque, ou des otages ou tout autre statut. Et donc tous ces gens arrivaient avec leurs croyances et leur culte. Et ceci nous indique que dès le début de notre ère, certaines zones de la Chine centrale pouvaient être plus cosmopolites qu'on aurait pu le croire au prime abord. On parle très souvent du cosmopolitisme
de la capitale, enfin de la dynastie Tang, hein, et notamment de la capitale Tang au 7e, 8e siècle. Mais on s'aperçoit que dès les Han, nous avons une présence étrangère non négligeable, hein, en terre chinoise. Et d'après des sources un peu ultérieures aux Han postérieurs, donc je rappelle que les Han postérieurs se terminent officiellement en 220 de l'ère chrétienne. Donc là, nous parlons d'une période au tournant des 2e, 3e siècles. D'après ces sources qui sont fournies par une littérature différente de ce que nous avons connu jusqu'ici. Jusqu'ici, nous avons essentiellement regardé donc, des sources historiques Han, mais au début du IIIe siècle commence à apparaître une nouvelle forme de sources qui sont en réalité des compendia de biographies bouddhistes, sur lesquels je serai amené à revenir. Donc, vous avez en particulier le Kaoseng Zhuan, donc les biographies des grands moines, et le Chu Sanzang Jiji, c'est-à-dire une collection qui concerne donc les trois corbeilles, hein, ce qu'on appelle les trois corbeilles de la littérature bouddhique, ce qu'on appelle en sanskrit donc le Tripitaka, qui est composé donc des vinayas, c'est-à-dire donc des règles sur la discipline monastique, les sutras, qui sont ces écritures sacrées qui sont censées recueillir la parole du Bouddha, et les shastras, c'est-à-dire les commentaires. Alors, il semblerait que nombre de maîtres bouddhistes importants, ce qu'on appelle en sanskrit les acharyas, ces maîtres de l'enseignement bouddhique, beaucoup d'entre eux apparemment, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, ne venaient pas de contrées lointaines, mais certains étaient même nés en Chine, dans des familles de migrants non chinois, ou alors c'était des gens qui avaient rejoint la communauté monastique bouddhique après être venus en Chine en tant que laïcs, c'est-à-dire avec des objectifs tout autres que missionnaires. Alors, vous avez à titre d'exemple, nous allons voir un petit peu un échantillon, si j'ose dire, de ces populations étrangères présentes en Chine. Vous avez en haut de la diapositive le nom de Han Xuan, qui était un marchand arrivé de Parthie, donc de l'empire des Parthes. Il est arrivé à la capitale chinoise de Luoyang en 181, c'est à peu près tout ce qu'on sait de lui, sous le règne de l'empereur des Han postérieurs, l'empereur Ling, qui a régné entre 168 et 190. Donc là, nous sommes vraiment déjà presque à la fin des Han postérieurs. Et ce n'est que plus tard que ce Han Xuan a rejoint la communauté monastique, alors dirigée par un autre Parthe, un célèbre compatriote du nom de Han Shekao, qui a été l'un des tout premiers traducteurs connus d'ouvrages bouddhiques en chinois. Alors, ce Han Shekao, vous avez, entre parenthèses, pour certains des personnages, des dates, mais qui sont des dates très approximatives d'activité. Ce ne sont pas des dates de naissance et de mort. On sait qu'ils ont été, ces personnages ont été actifs à peu près pour Han Shekao entre environ 148 et 180. Alors, ce Han Shekao lui-même, malgré son statut mythique, pratiquement, enfin,
de faire partie du premier groupe de traducteurs. En réalité, on ne sait pas grand-chose de lui, hein, et un grand sinologue italien, décédé depuis une douzaine d'années, Antonino Forte, a consacré une étude sur ce personnage à partir d'autres sources que les sources bouddhiques. Et donc il a laissé cette monographie qui s'intitule The Hostage, Anshikal and His Offspring. Alors il l'appelle, en fait, il le présente comme un otage, et il parle de sa lignée, donc de la lignée qu'il a fondée, His Offspring, c'est-à-dire ses descendants. C'est une étude qui est parue à Kyoto, où Antonino Forte a fait le plus clair de sa carrière, dans le cadre de l'Italian School of East Asian Studies, donc l'école italienne d'études extrême-orientales. Donc, l'école italienne de sinologie, on n'en parle pas souvent, mais elle est tout à fait intéressante. Et en particulier, nous avons de très grands spécialistes italiens de l'histoire du bouddhisme primitif. Vous avez en particulier des noms que vous allez sans doute rencontrer si vous vous intéressez un petit peu à ce domaine, comme Antonello Palumbo qui enseigne à la SOAS, à la School of Oriental and African Studies actuellement. Vous avez également le nom de Stefano Zacchetti qui, si je ne m'abuse, enseigne à l'université d'Oxford. Donc ces Italiens maintenant sont eux-mêmes expatriés dans des pays anglophones, mais toujours est-il qu'ils ont gardé en fait cette très grande tradition de bouddhologie donc formée en Italie. Oui, alors j'ai oublié de mentionner que cette monographie date de 1995 et elle donne vraiment un portrait tout à fait intéressant de ce Anshikal d'origine parthe. Et vous voyez à l'image le portrait fictif, enfin c'est une représentation donc, qui a été empruntée pour la couverture de cet ouvrage. Vous voyez que nous avons un personnage qui n'a pas l'air du tout chinois, hein, et dont on retrouve en fait des traits distinctifs, donc des très grands yeux bien enfoncés, le grand nez. Les Chinois, il n'y a encore pas très longtemps, appelaient les Occidentaux les tapids, les grands nez, ou les kaupids, les nez très hauts, et également, élément non chinois, la barbe, ici. Alors, vous avez un autre traducteur très fameux que vous avez en troisième ligne sur la diapositive, du nom de Zhi Tian, qui était d'origine Yuezhi. Son grand-père était un Yuezhi qui était venu s'installer en Chine avec un groupe de plusieurs centaines de compatriotes sous le règne de ce même empereur Ling, donc à la fin des Han postérieurs. Et vous avez donc, en même temps que Zhi Tian, vous avez également d'autres personnages d'origine Yuezhi, comme ce Zhi Liang, avec qui Zhi Tian a étudié, et le fameux aussi Lokakshema, connu en Chine sous le nom de Zhilou Jiachen, qui a vécu qui a été actif environ entre 168 et 189. Dans la galerie justement de ces immigrés, si j'ose dire, vous avez dans le premier tiers du IIIe siècle l'également fameux Dharmaraksha, ici, sur cette ligne, connu en Chine sous le nom de Zhu
Fa-Hu, et qui était en fait le préfixe Zhu, qui rappelle le Tianzhu, l'Inde, semblerait indiquer que ce Zhu Fa-Hu était d'origine indienne, mais en fait, il était né dans une famille Yuezhi, établie depuis des générations à Donghuang, c'est-à-dire dans le Grand Ouest de la Chine. Et vous avez un autre Zhu, ce Zhu Shulan, qui a été actif aux environs de 266-316, qui lui est carrément né en Chine, puisqu'il était le fils effectivement d'un Indien nommé Dharmasiras, qui avait fui son pays natal pour s'installer au Henan, c'est-à-dire donc en plein centre de la Chine, avec toute sa famille dans le courant de la première moitié du IIIe siècle. Et à la fin du IIe siècle, on trouve aussi parmi les traducteurs à Luoyang, donc à la capitale, un certain Kang Mengxiang, qui aurait été actif donc justement à la toute fin des Han postérieurs, aux environs de 190 à 220. Et ce Kang Mengxiang, dont on nous dit que ses ancêtres étaient originaires de Kangju, c'est-à-dire ce que les Chinois, enfin l'appellation que les Chinois donnent à la Sogdiane. Donc ce Kang Mengxiang était probablement d'origine sogdienne. De la même façon que Kang Senghui, ici, une ligne en dessous, actif aux environs de 247 à 280, Kang Senghui, qui lui est né au début du IIIe siècle à l'extrême sud de l'espace chinois. Et on sait qu'il était le fils d'un marchand sogdien venu de l'Inde. Et c'est justement à propos de ce Kang Senghui qu'on nous dit que c'est quelqu'un qui parlait chinois comme les Chinois, mais qu'il avait les yeux profondément enfoncés et le nez proéminent, caractéristique des Indiens, comme ce Han Shigao dont nous avons vu le portrait fictif tout à l'heure. Alors ça me rappelle enfin le genre de réflexion que j'ai quelquefois. Je me rappellerai toujours cette réflexion qui m'est venue d'un éminent professeur du Collège de France au moment où j'étais à milieu de me douter que j'allais finir au même endroit. Ce professeur n'est plus de ce monde, mais enfin, il m'avait dit, pour me flatter, probablement que, je le cite, « Si vous ne voyez pas, on croirait vraiment que vous êtes française. » Donc là, nous avons en quelque sorte la situation inversée de ce Kang Senghui, donc avec une tête d'Indien et qui parle couramment chinois. Donc si on ne voyait pas sa tête, en fait, on le prendrait vraiment pour un Chinois. Bon. Donc on a finalement l'impression que la présence bouddhique en Chine se fait sentir d'une manière, pour ainsi dire, non officielle dans ces familles d'origine étrangère qui sont, comme on l'a vu, éparpillées sur tout le territoire, mais dont certaines sont installées depuis des générations en terre chinoise, bien avant qu'apparaissent les premières mentions explicites du bouddhisme dans les sources textuelles chinoises. Donc ça, c'est ce qu'a montré justement l'étude d'Antonino Forte sur Han Shigao, c'est l'importance d'aller voir également dans des sources autres que les sources hagiographiques que nous donnent les biographies bouddhistes. Et on voit aussi, de façon tout à fait intéressante, que ces étrangers, bien que le plus souvent parfaitement acculturés en terre chinoise, restent classifiés par ce qu'on peut appeler des ethnonymes, ou en anglais des ethnicons, c'est-à-dire des termes qui fonctionnent comme des patronymes ou des noms de famille, tout en indiquant
l'origine ethnique. Alors, il faut noter que ces ethnonymes s'appliquent à tout individu qui, de près ou de loin, a une ascendance étrangère et quel que soit son lieu de naissance ou son lieu de résidence. Alors, vous avez donc, je vous ai mis sur la droite de la diapositive, donc, l'origine de ces ethnonymes. Alors, pour l'ethnonyme Han, vous avez Anxi, qui est le nom chinois de la partie du royaume Parthe. Ensuite, vous avez Zhi, qui fait référence au Yuezhi, c'est-à-dire donc ces peuplades du Grand Ouest de la Chine. Donc tous les gens d'origine Yuezhi sont classifiés avec un ethnonyme Zhi. De la même façon, les gens qui sont censés être d'origine indienne portent l'ethnonyme Zhu, qui fait référence à Tianzhu, le nom chinois pour le monde indien. De la même façon, vous avez Kang pour Kangju, le nom chinois de la Sogdiane. Et nous avons vu donc l'ethnonyme Han, par exemple, pour Han Shigao, qui est né en partie, mais en revanche, vous avez Zhu Tian qui lui est né en Chine et porte malgré tout l'ethnonyme Zhi par référence à ses ancêtres Yuezhi, et de la même façon le cas de Kang Sen-hui, qui est encore plus compliqué puisqu'il est né au sud de la Chine, dans ce qui est actuellement le nord du Vietnam, de parents sogdiens qui ont émigré de l'Inde, qui sont passés par l'Inde. Et alors, dans le cas des moines bouddhistes, vous avez une couche supplémentaire de complications. Juste encore 5 minutes d'attention, s'il vous plaît. C'est bientôt fini, la torture. Donc, parce que un peu avant le milieu du IIIe siècle, c'est devenu une pratique courante pour un disciple bouddhiste d'adopter le nom de famille de son maître, celui qu'il a enseigné, et dans le cas d'un maître étranger, d'un moine maître étranger, ce nom de famille sera un ethnonyme. Et c'est ainsi que le traducteur Dharmaraksha est appelé en chinois Zhu Fa Hu. Alors, non pas parce qu'il est né en Inde, mais parce qu'il a étudié avec un maître indien, un maître originaire du Tianzhu. Et ça, on le sait parce que sa biographie dit clairement que ce Dharmaraksha est né à Tonghuang dans une famille Yuezhi. Donc, il n'est pas indien. Bon, simplement, il porte l'ethnonyme Zhu parce qu'il a étudié avec un maître indien. Et il semblerait que c'est le moine Tao An, que vous avez ici, qui a introduit à la fin du IVe siècle l'habitude d'utiliser enfin, ce n'est pas un ethnonyme, mais enfin, le préfixe shi, qui correspond à la première syllabe de la translittération de Sakyamuni, le nom du Bouddha, Shidyamuni ou Shidyamoni en chinois. Donc c'est Tao An qui vraisemblablement a introduit cette coutume de faire précéder les noms de moines par ce nom de famille universel en quelque sorte qui est Shi, par référence au Bouddha. Et donc, avant cette période, les noms à 2 syllabes, les noms des bouddhistes à 2 syllabes, doivent être compris comme commençant par un ethnonyme et doivent donc être transcrits en pinyin en 2 noms séparés, du type An Xuan,
donc avec deux an, A majuscule, xuan, X majuscule, et non pas en un seul mot. De la même façon pour zhitian, qu'on n'écrit pas en un seul mot. Et cela que le personnage en question soit un moine ou un laïc. Mais après Tao An, on s'aperçoit que les noms de moines à deux syllabes doivent être compris comme un seul nom personnel, précédé donc du nom de ce nom de famille universel Shi, et doivent donc être transcrits en pinyin en un seul mot. Par exemple, vous avez justement Tao An lui-même, qu'on appelle quelquefois Shi Tao An, donc Tao An en un seul mot. De la même façon pour les autres grands moines bien connus des périodes ultérieures, comme Fa Xian, dont nous avons parlé déjà l'année dernière, qu'on appelle également quelquefois Shi Fa Xian, Hui Yuan, Xuanzang, etc. Donc ici, à partir de Tao An, ces noms en deux syllabes doivent s'écrire en un seul mot, parce que c'est un seul nom personnel. Bien, alors je termine ici la torture pour l'instant. Plus de complications la semaine prochaine, où nous allons aborder justement la question des traductions, qui me paraît vraiment importante pour notre propos, et comme le veut la formule, si le Bouddha nous prête vie, à la semaine prochaine. Merci.